Oui, Hop, alors oui, on va parler de la famille Dassault. Alors ça, c'est un gros, gros, gros dossier, hein. Donc j'ai résumé parce qu'on pourra en parler des heures et des heures, hein. Voilà, voilà. Donc la famille Dassault est septième au classement des plus grandes fortunes de France en 2020, avec 23,5 milliards d'euros. Voilà, au classement Challenge auquel on fait référence à chaque fois. Donc tous ceux dont on parle, ils sont en général au classement, hein. Marcel Dassault, Marcel Dassault, c'est le premier de la famille Dassault. Donc il est né dans le 9e arrondissement de Paris en 1892 et il est décédé dans le 16e en 1986 à 94 ans. Donc c'est un ingénieur, homme politique, entrepreneur français, grande personnalité de l'aéronautique et fondateur et PDG du groupe Dassault. Son père était médecin et sa maman mère au foyer. Il est un petit neveu de sa mère de Moïse Alatini, originaire de Livourne. Alors, il y a une photo aussi. Euh, voilà, c'est lui. Donc, lui, c'est la première fortune de Salonique et troisième fortune de l'Empire ottoman. Et en fait, c'est une famille descendante enfin voilà, des descendantes de famille, enfin une famille juive alsacienne. Et en fait, c'était une famille donc qui était surnommée en Salonique, donc en Grèce. Enfin, c'est un endroit de Grèce en fait. Et ils étaient surnommés les Rothschild de Salonique. Donc en fait, c'est eux qui ont développé tout le commerce dans cette région-là depuis très 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 longtemps. Alors, Monsieur Marcel Dassault, donc qui est donc descendant de cette famille, étudie au lycée Condorcet, puis à l'école d'électricité Breguet. Aujourd'hui, ESIEE. Alors, le 18 octobre 1909, il a une révélation dans la cour de l'école en voyant le White, c'est l'avion en fait de la compagnie des frères Orville et Wilbur White, du comte de Lambert. Le comte de Lambert, c'était un pilote et aventurier qui faisait le tour de la Tour Eiffel. Il bouclait la Tour Eiffel. Alors, il y a une photo aussi, je crois que j'ai mis. Voilà. C'est la photo juste avant où on voit la photo. Voilà. Lui, il voit ça de la cour de son école, en fait. Il voit l'avion faire le tour de la Tour Eiffel. Et du coup, il a une révélation. Il se dit que, voilà, plus tard, il sera pilote ou il sera dans l'aviation. Euh, donc, la photo d'après, du coup, c'est le comte de Lambert. Donc, c'est le pilote de l'avion. Voilà, c'est lui. Donc en 1913, il est diplômé de l'École supérieure d'aéronautique et de construction mécanique. Il est incorporé au second groupe aéronautique de Reims et il fait ses classes avec l'aviateur Dieudonné Coste. Dieudonné Coste, c'est un grand, grand, grand aviateur de l'époque, donc qui a fait la première traversée de l'Atlantique Sud en 1927 et de l'Atlantique Nord en 1930 sans escale. Ils ont été amis toute leur vie et ils reposent ensemble aujourd'hui au cimetière parisien de Passy. Donc, ils se sont suivis. Et ils sont encore ensemble aujourd'hui. Alors, voilà, en 1915, il s'associe à Henri Pottet pour dessiner l'hélice éclair. Alors, c'est sur la photo suivante. Alors, parce que enfin voilà, c'était un grand ingénieur, hein, ingénieur aéronautique. Donc voilà, c'est cette hélice-là. Du coup, elle a été utilisée par l'aviation française durant la Première Guerre mondiale. Donc, en 1917, les deux associés créent la SEA, la Société d'études aéronautiques. Voilà, sous cette photo-là. Euh, il crée un prototype d'avion d'observation biplace et arrive à en vendre 100, donc c'est celui-là. Mais malheureusement, la fin de la guerre, enfin malheureusement, du coup, vu que la fin de la guerre approche, en fait, ils ont réellement livré que 10 avions et les autres, du coup, la commande sera résiliée. Donc, ils n'auront pas pu faire remplir leur commande. De 1918 à 1930. Ah oui, alors j'ai oublié de préciser qu'en fait, Marcel Dassault, il s'appelait pas Marcel Dassault au départ, hein. Il s'appelait Marcel Bloch. Et du coup, au départ, la première société qu'il a créée, elle s'appelait la Société des avions de Marcel Bloch en 1931.
En 1935, il s'installe à Courbevoie dans une usine qui comptait 700 ouvriers. Et en 1936, il crée la SAAMB, Société anonyme des avions de Marcel Bloch. 1936-1937, c'est le Front populaire. La société Bloch est nationalisée et incorporée à la Société nationale des constructions aéronautiques du Sud-Ouest, SNCAO. Société d'économie mixte où l'État est actionnaire majoritaire. Marcel Bloch est le dirigeant et avec le chèque reçu pour son expropriation, il investit dans sa société anonyme, à lui. Passe des contrats et perçoit des substantiels droits de licence. Ce fut dénoncé par certains journaux de l'époque. Bah oui, parce qu'en fait, à l'époque, il était particulièrement la cible des journaux de droite, tels que Gringoire, qui mettait en lien ses pratiques avec ses origines juives. Donc, du coup, lui, il avait une partie des journaux qui étaient vraiment contre lui à cette époque-là. Alors, avant la Seconde Guerre mondiale, c'est la course à l'armement. Donc, il y a une croissance spectaculaire du secteur aéronautique. La SNCAO, en 1937, passe de 1500 ouvriers à 1940 à 7000 ouvriers. Et il dispose d'une usine à Saint-Cloud et il en fait construire une autre à Thiers dans le Puy-de-Dôme. En 1939, il fonde Bordeaux Aéronautique. Ouais, qu'on voit là sur la photo. En 1940, il démissionne de son poste d'administrateur délégué de la SNCAO dans le Puy-de-Dôme. Et en 1940, alors, après l'armistice, il se retire dans sa villa de Cannes, située en zone libre, pour être tranquille. Hein. Alors, le général Darius Paul Bloch s'engage secrètement auprès du général de Gaulle après son appel du 18 juin. En juillet, il reçoit une commande de 200 blocs 175 par le constructeur allemand Focke-Wulf. Le journal Gringoire, alors du coup toujours le même, se déchaîne contre lui, contre le juif Marcel Bloch, qui continue à faire des affaires pendant la guerre. Et il est arrêté du coup à Cannes en octobre 1940. Et il est interné administrativement par le gouvernement de Vichy dans l'Indre, puis en Ardèche, à Val-les-Bains, avec un certain nombre de personnalités, dont, alors, avec lui sont enfermés Max Dormoy. Alors, c'est des gens, en fait, de la SFIO pour la plupart, la section française de l'Internationale ouvrière. Donc, c'est l'ancêtre des communistes, en fait. Il y avait Vincent Auriol aussi, le futur premier président de la 4e République, qui a été président en 1947 jusqu'à 1954. Et Georges Mandel, son vrai nom, alors à Georges Mandel, avec donc qui était enfermé Marcel Bloch en 1940. Georges Mandel, voilà la photo. Son vrai nom, c'est Louis de Rothschild. Il a été assassiné en forêt de Fontainebleau en 1944. C'était, selon les sources, un résistant. Jules Salvador Moche, qui était de la SFIO aussi, et Eugène Montel, un instituteur journaliste de franc-maçon de la SFIO, maire de Colomiers. Et Colomiers, c'est le siège d'usine d'assaut après la guerre. Donc, il y a eu des arrangements qui se sont faits à ce moment-là, des connaissances, des amitiés qui se sont faites à ce moment-là. Tu voulais dire quelque chose, Olivier? Non, il s'agit de Mock. Voilà. Mock, et je pardon. pense que... Ah oui. Okay. Et la SFIO était l'ancêtre du Parti socialiste. Oui. Voilà. Ah oui, pardon, oui. Et Auriol était socialiste, je crois. Ouais. Donc, ouais, ok. Il est libéré par le ministre de l'Intérieur, Marcel Pérouton, en 1941, mais fait l'objet d'attaques de la presse. Au pilori et Gringoire l'accuse d'avoir extirpé à l'État français la coquette somme de 100 millions de francs pour une certaine convention de licence et demande son jugement. Alors du coup, il est de nouveau arrêté et renvoyé à Val-les-Bains, où il a comme compagnon Paul Reynaud et le colonel Grossard, qui était un militaire résistant français, et de nouveau Eugène Montel et le général Cochet, un militaire résistant français. Son état de santé lui permet d'être transféré à côté de Lyon dans une prison-hôpital jusqu'en mars 1944.
Et le commissariat aux questions juives lance une enquête, mais elle sera freinée par les amis de Marcel Bloch au gouvernement à ce moment-là. Et du coup, il sera laissé tranquille. Ouais, ils joueront sur son état de santé, quoi. Donc voilà, donc il sera tranquille. Et du coup, alors, en 1944, toutefois, il est arrêté par la Gestapo et il est amené à Drancy, où il retrouve son épouse et ses 2 fils. Il est ensuite déporté seul, donc dont Serge Dassault, du coup, qui fait partie de ces 2-là. Serge Dassault qui reprendra l'entreprise par la suite. Il est ensuite déporté seul à Buchenwald, où il porte le triangle rouge des prisonniers politiques. Sa fragilité physique lui permet d'être repéré par Henri Frager, qui signale son état de santé au Comité des intérêts français, dirigé par Marcel Paul, du Parti communiste, et c'est le chef de l'organisation clandestine du camp. Voilà. Il est également aidé par Albert Baudet, donc, qui était un résistant breton, qu'il nommera plus tard pour le remercier directeur de la publicité du magazine Jour de France. Donc, j'en parlerai tout à l'heure de ce magazine-là aussi. Du coup, voilà, il y a mis une grande importance. Donc du coup, s'il l'a mis là, c'est pas non plus un hasard. Donc, ces amitiés se sont faites en prison, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il versera ensuite chaque année une somme d'argent au journal L'Humanité et à la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes. Voilà, il fera son devoir de mémoire. Alors, en 1946, il change de nom, du coup, après la guerre, donc comme beaucoup. Il change de nom et devient Bloc d'Assaut. En 1949, il enlève le bloc et il devient juste Dassault, tiré du nom de code Char d'Assaut, en référence à un des pseudonymes utilisés par son frère, le général Darius Paul Bloch, dans la Résistance. Donc voilà pourquoi il s'est appelé Dassault. Et donc après la guerre, la France bénéficie du plan Marshall et fait partie de l'OTAN. Marcel Dassault reçoit une commande très importante, une flotte d'avions qui serait la première pour l'armée de l'air française avec des moteurs à réaction. Ce contrat a permis un grand bond en avant pour Dassault. En fait, Dassault a accompagné toutes les améliorations militaires au cours des décennies, quoi. Donc voilà, c'est lui qui nous fournit les derniers avions, les dernières, voilà, les derniers transports de guerre, derniers cris, jusqu'à aujourd'hui encore. Donc oui, ah non, pardon. Juste préciser que aujourd'hui, Dassault est spécialisé dans les avions de chasse et dans les jets civils, les jets d'affaires. Voilà. Ah oui. Sa société devient la Société des avions Marcel Dassault. Du coup, ça c'est en 1949. Puis la Générale Aéronautique Marcel Dassault, qui produit les premiers avions à réaction français. Donc, par exemple, Ouragan en 1949, Mystère 2 en 1952. Enfin voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu les avions, Mystère 4 en 1954, Super Mystère B2 en 1955, le Mirage 3 en 56. Enfin voilà, au fur et à mesure, ils ont évolué. Et du coup, ils équipent les forces nucléaires françaises et l'avion civil biréacteur d'affaires Mystère Falcon en 1963. Ensuite, le Mirage F1, dont le premier vol a eu lieu en 1966. Une division électronique est également créée en 1954 pour le développement des radars. Oui, ils font ça aussi, les radars. Alors, en 1950, donc Marcel Bloch se convertit, lui et toute sa famille, au catholicisme, officiellement. En 1954, il lance le magazine hebdomadaire féminin Jour de France. Voilà, donc c'est ce magazine-là, donc avec le groupe de presse Havas, financé par Le Figaro, lui appartenant également. Donc, il y fait une belle part à ses idoles. Alors, les idoles, voilà, donc Chantal Goya, par exemple, fait partie des idoles de Marcel Dassault. Chantal Goya et Thierry Leluron. Et donc, ce journal qui met les modes et chroniques mondaines était distribué gracieusement chez tous les médecins et dentistes de France. Oui, oui.
Donc voilà pourquoi pendant toute votre enfance et votre jeunesse, vous avez vu ces journaux-là chez les dentistes et les médecins. C'était distribué gratuitement. Et c'était aussi distribué dans les salles d'attente pour ses salariés dans ces usines aéronautiques. Et il tenait lui-même une rubrique, le café du commerce, dans ce magazine-là, quoi. Donc le magazine a été racheté par le groupe Soc Press, groupe persan qui édite notamment Le Figaro. Il s'arrêtera en 89. Mais bon, du coup, Le Figaro, c'est lui aussi derrière. Donc, de toute façon, ça se rejoint tout ça. En 1962, il fait partie des actionnaires fondateurs de Minute. Donc voilà, un autre, un autre journal. En 1971, absorbant les usines Breguet, la GAMD est renommée Avion Marcel Dassault Breguet Aviation. Elle produit alors l'Alpha Jet en 1973 avec l'allemand Dornier, avion d'entraînement qui équipe entre autres la Patrouille de France, le Jaguar avec British Aircraft Corporation, le Mirage 2000 en 1978, l'avion de transport de passagers Mercure en 1973, le Rafale et des évolutions de la série des Falcon. Il se crée ainsi un groupe industriel militaire et civil centré sur l'aviation, l'électronique. Électronique Marcel Dassault et l'informatique Dassault Systèmes. Voilà, donc il développe tout ça. Donc lui aussi, il faut qu'il ait tout du début à la fin. Enfin voilà, mais dans tout ce qui est vraiment très, très pointu dans l'informatique et l'aéronautique. Donc oui. Non, c'est bon. Moi, il y a des questions, peut-être. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, il y a des questions jusque-là. Alors, toujours pas. Il n'y a pas de questions. Ok. On continue. Alors, en 1971, il est fondateur de la Banque commerciale de Paris, qui est dirigée par Albin Chalandon. Et il la fusionne avec la Banque Verne, donnant naissance à la Banque Verne et commerciale de Paris. Il prend 30% du capital de la nouvelle banque l'année suivante. Donc, c'est la Banque commerciale de Paris, c'est lui. Alors, Albin Chalandon est mort il y a quelques jours, à plus de 100 ans. C'était le dernier baron du gaullisme. Et la Banque Verne est une banque qui a beaucoup compté, qui a eu beaucoup, qui a été dans beaucoup de coups, notamment dans les années 80. Ouais, notamment avec le sucre, avec Monsieur Béguin. J'ai vu, ouais. Pendant justement en 73 aussi, ouais. Ouais. Enfin bon, ouais. Du coup, oui, la Banque Verne, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, il prend, 30% du capital de la banque l'année suivante. Alors ensuite, en 81, après l'élection de François Mitterrand, il échappe à la nationalisation en faisant don à l'État de 26% de ses actions. Il s'en sort, quoi. En 84, Action Directe organise un attentat à la bombe dans son usine de Saint-Cloud. Voilà, mais bon, il n'y a pas eu de conséquences. En 90, la société AMB-BA est renommée Dassault Aviation et devient leader mondial dans ce domaine. Alors, en politique, il est gaulliste, il est sénateur des Alpes-Maritimes, puis député de l'Oise. Alors, il s'est aussi investi en politique. Il joue un rôle dans le début de la carrière de Jacques Chirac. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est le fils d'un de ses collaborateurs, en le recommandant à Georges Pompidou. Il est doyen aussi de l'Assemblée nationale, alors là, de 78 à 86. Et il ouvrit le jeudi 2 juillet 81 la première législature de gauche de l'histoire de la Ve République. Voilà. Donc, il a quand même été quelqu'un d'important dans la gauche aussi par la suite. Oui, je me souviens d'avoir vu les images d'archives de Dassault avec une voix tremblotante, faisant un long discours en 1981. Ouais. Voilà. Et du coup, alors, juste pour la petite anecdote, c'est lui qui a inspiré Hergé pour créer le personnage de Laszlo Carredas dans Vol 714 pour Sydney, le milliardaire avare, en fait, qui emmène Tintin dans son jet.
Et bah du coup, c'est une caricature de Marcel Bloch, voilà, ou Marcel Dassault. Donc c'est lui qui a produit. Ah oui, il a aussi il produit des films aussi, et donc c'est lui qui a produit La Boum et La Boum 2. Voilà, pour petite information. Donc voilà, on va passer au fils, Serge Dassault. Alors, Serge Dassault. Alors, lui, il est né en 1925 et il est mort en 2018. Donc, il y a peu de temps. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il a été déporté à Drancy pendant la Seconde Guerre mondiale, donc avec son père. En 1946, comme le reste de sa famille, il a changé de nom pour Dassault. En 1947, il entre à Polytechnique. En 1951, il obtient le diplôme de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace. Donc, il suit le chemin de papa. Et il rentre en tant qu'ingénieur dans l'entreprise de son père. Donc, en 1955, alors par contre, bah, c'est ça qu'on peut préciser déjà avant tout lieu dans la famille Dassault, c'est que ils sont tous, mais extrêmement doués en aéronautique, ils sont tous extrêmement doués en pilotage, ils sont tous réservistes pour l'armée de l'air. Donc, en fait, c'est des pilotes hors pair. Ils connaissent extrêmement bien les produits qu'ils vendent. Ils les pratiquent et c'est eux-mêmes qui sont les meilleurs au monde pour pratiquer leurs propres produits, quoi, leurs propres avions, leurs propres créations. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut préciser quand même. Hein. C'est tous des génies hein, à la base. Hein. Donc, voilà. Alors, en 1955, il devient directeur des essais de vol. En 1960, il devient directeur des exportations. En directeur général adjoint de Dassault Électronique. Il est ensuite diplômé d'HEC Paris. En 1967, il est PDG de Dassault Électronique. Donc, il monte rapidement les échelons. En 87, c'est la mort du coup de son père et il est nommé PDG de Dassault Industries. C'est le futur groupe Dassault. Cette succession, du coup, elle est difficile. Le ministre de la Défense, André Giraud, il voudrait que l'entreprise revienne au moins aux mains de l'État. Donc, il demanda aux représentants de l'État siégeant au conseil d'administration de voter contre Serge Dassault. Et il fut finalement élu grâce à un coup de pouce de François Mitterrand. Voilà. Convaincu lui-même par le général Pierre de Bénouville, qu'il connut dans son enfance chez les jésuites d'Angoulême et qui était un grand ami du père de Marcel Dassault. Donc il s'en sort et il garde son entreprise et pas de souci, tout va bien. Voilà. Toujours pas de nationalisation. En 91, il crée la fondation Serge Dassault. La cause de cette fondation-là, c'est surtout le handicap et la recherche médicale. Et cette fondation-là, elle est reconnue d'utilité publique en 1993. Voilà. Il est sanctionné, j'adore, hein, Dassault d'utilité publique. Il est sanctionné d'une amende de 20 000 francs pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et doit verser 3 000 francs à la section CGT de 10 établissements de la société. Bon, bah, il est comme les autres, hein, sa gestion est pas très amicale et pas très humaine. De 95 à 2009, il est maire de Corbeil-Essonnes. Et bon, là, on va en parler, hein, mais il fait un paquet de bêtises hein, à cet endroit-là. Il va faire pas mal il va faire n'importe quoi. En 97, le tribunal de police de Rambouillet condamne Serge Dassault à 10 000 francs d'amende et a versé un total de 10 000 francs supplémentaires à 5 associations, à 1 année de suspension de son permis de chasse et à la confiscation de son véhicule 4x4 surmonté d'une tourelle capitonnée pour chasse à l'aide d'un moyen prohibé. Alors, monsieur, il chasse avec un 4x4 et avec je ne sais quelles armes en forêt de Rambouillet. Et du coup, il a pris une grosse amende. Mais voilà, il se croit chez lui partout. Donc voilà. 97, oui, pardon. Donc, du coup, cette année-là aussi, il obtient la saisie après 3 jours de vente du premier numéro de Marianne. Bah oui, parce que Marianne, elle avait fait, alors c'est l'image d'après. On va voir la couverture, voilà, du Marianne. L'empereur tricolore de la corruption. Je pense que c'est assez clair. Donc, du coup, il est quand même sorti ce magazine parce qu'il est en vente, je sais plus, sur eBay ou
Ah non, il était peut-être pas disponible, mais enfin, en tout cas, il y a peut-être accès, mais enfin, j'ai regardé rapidement, mais ouais, il est, enfin, du coup, du coup, voilà, enfin, ils le décrivent comme ça, donc voilà, bah, de toute façon, c'est comme les autres, comme les autres, les copains et les coquins, ils s'arrangent avec Mitterrand, avec, enfin, voilà, avec tous les copains, quoi, toujours les mêmes. Et puis, bah, grâce aux médias également, enfin, voilà, grâce au Figaro, ils sont arrivés à faire beaucoup de choses. Alors, en 98, il est condamné en Belgique à 2 ans de prison avec sursis pour corruption active dans le cadre de l'affaire Augusta. C'est une affaire judiciaire de corruption liée à l'achat par la défense belge d'hélicoptères, voilà, ces hélicoptères-là de combat, en fait, du coup, et ainsi qu'à un contrat de modernisation électronique des avions de combat F-16 de l'armée de l'air belge par la société électronique Serge Dassault en 89. Donc, du coup, il est condamné en Belgique, mais bon, il lui arrive rien vu que c'est en Belgique. En 2000, atteint par la limite d'âge prévue dans les statuts de l'entreprise, il devient président d'honneur de Dassault Aviation. Je vais noter quoi? Oui, oui, je vais noter une petite note sur le Figaro quand même. Bah oui, parce que par rapport au Figaro, le Figaro, il faut juste savoir quand même que c'est le plus ancien quotidien de la presse française. Il existe depuis 1826. Et c'est un journal droite, gaulliste, conservateur. La preuve aussi qu'en fait, enfin, finalement, les idées, ça dépend de l'endroit où on se trouve. Je mets un bémol à ça aujourd'hui, c'est-à-dire que le Figaro n'est plus Ouais. du tout un journal conservateur. Il est devenu, il ressemble de plus en plus au Monde. Il est devenu un journal pro-Macron, à part quelques éditorialistes, quelques tribunes libres. Mais je pense qu'on en reparlera, je vais en reparler à la fin. Dassault fait passer ses intérêts personnels avant la liberté de la presse. Mais on en reparlera. Je t'en Ah oui, mais prie, ça c'est continue. clair, hein. Ça c'est clair, il n'y a pas de souci, je suis d'accord. Je vais en parler aussi, mais parce que du coup, justement, en 2004, il devient, bah voilà, bon, on va en parler, président de la SOC Presse. Donc, à ce titre, il devient actionnaire principal du Football Club de Nantes jusqu'à l'été 2007. Et par contre, bah, vu qu'ils ont été relégués en Ligue 2, du coup, il a revendu le club pour une somme entre 8 et 10 millions d'euros. Mais du coup, la SOC Presse, c'est Ouest France Presse Océan, c'est la maison mère du Figaro. Et en fait, quand il est arrivé, du coup, Serge Dassault, du coup, de Chaise Martin, il n'a pas été très content parce que c'était le groupe persan au départ. Et en fait, du coup, de Chaise Martin et puis l'autre patron. Alors, l'autre patron, il s'est fait virer, je ne sais plus son nom. Mais par contre, de Chaise Martin, lui, ah si, c'est Jean Belot, le patron. Et de Chaise Martin, lui, il est parti de lui-même et ainsi que 10% des journalistes, ce qui représente 268 journalistes qui sont partis à ce moment-là. Donc ça a fait quand même un gros, enfin il y a eu une grosse réaction quand même à l'intérieur du journal. Voilà, voilà. Et donc de 2004 à 2017, il était sénateur ouais, à 79 ans, ouais. Sénateur, sa candidature est validée par le Conseil constitutionnel qui estime qu'il n'est pas le dirigeant de Dassault Aviation, filiale de la holding Dassault, donc tout va bien en fait, hein. Il est indépendant, il n'y a aucun problème. Il peut être sénateur, il n'y a pas de souci. Donc soit sénateur. Donc du coup, en 2008, il devient doyen du Sénat à 83 ans et il préside alors l'élection du président le 1er octobre 2008. Voilà, voilà. Donc, le journal Le Monde rapporte des témoignages de journalistes du Figaro, oui, qui se plaignent de la pression exercée par Serge Dassault sur la rédaction. Donc, ouais, il y a une pression constante hein, qui est exercée pour filer droit. Il n'y a pas, voilà, hein, donc il a bien la main dessus et il gère bien tout ce qui s'y passe. Sa réélection en tant que maire de Corbeil-Essonnes est contestée par l'opposition qui l'accuse d'avoir versé des pots de vin aux électeurs. Oui, oui, ça a été avéré derrière à la fin. Enfin, oui, oui. Donc voilà. Il juge anormal d'aider les chômeurs, des gens qui ne veulent pas travailler, et il admire l'organisation chinoise et se désole des grèves et des syndicats. Ouais, c'est un peu comme Drahi, quoi. Les Français, c'est bon, quoi. Enfin, vous nous saoulez, quoi, avec vos syndicats, vous râlez, vous voulez des droits. Il y en a ras-le-bol, quoi.
Voilà. C'est son état d'esprit. En 2009, le Conseil d'État estime Serge Dassault coupable d'achat de vote et invalide le scrutin. Lui et son adversaire communiste sont alors inéligibles au conseil municipal pendant 1 an. Son successeur, Jean-Pierre Bechter, c'est lui, déclarera que Serge Dassault gardera la main sur la ville. Il fera tout et moi je ferai le reste. Donc là-dessus aussi, hein, il garde la main, il n'y a pas de souci. Donc il laisse la mairie de Corbeil-Essonnes. En fait, c'est juste c'est juste un pantin qui met à la place. Hein. C'est lui qui est derrière. Mais cette élection-là, elle a aussi été annulée pour la même raison. Et du coup, Serge Dassault, il finira par jeter l'éponge. Mais il a quand même insisté. Hein. En 2010, il annonce qu'il compte faire voter une loi sur la majorité pénale pour qu'elle soit abaissée de 18 à 16 ans, estimant que c'est la tranche d'âge la plus responsable d'agressions diverses, sachant qu'elle est protégée par la loi. Le 10 novembre, il devient vice-président de la commission des finances du Sénat avant de redevenir sénateur aux élections de 2011. Donc, après, il l'a pas fait voter sa loi, hein, mais il en avait bien l'intention, quoi. Donc, moi, je suis désolée, mais 16 ans, ça reste jeune pour moi. Enfin, bon. 2012, il déclare sur France Culture que l'homosexualité dans la Grèce antique est une des causes de sa décadence et que la légalisation du mariage homosexuel empêcherait le renouvellement de la population. Alors, il déclare ça, mais en même temps, il y a des soutiens de gauche, du coup, c'est là où, pour moi, il y a des bugs dans ma tête. Mais bon, voilà. Dans 10 ans, il n'y a plus personne, c'est stupide. Il pense que les journaux doivent diffuser des idées saines, car nous sommes en train de crever à cause des idées de gauche. Voilà ce que pense Serge Dassault. Donc, c'est assez étonnant. C'est assez surprenant. Voilà. Donc, 2013, Mediapart diffuse des enregistrements où Serge Dassault déclare avoir versé 1,7 million d'euros pour assurer la victoire de Pierre Bechter, du coup. Donc, c'était lui qui était le suivant, celui qui avait essayé d'avoir la mairie de Corbeil-Essonnes après Serge Dassault. Et du coup, il a que la même année, Serge Dassault déclare. Ouais, non, ça c'est autre chose. Donc voilà, Mediapart, il diffuse des enregistrements où donc on entend Serge Dassault en fait donc déclarer. Donc voilà, c'est des preuves du coup qu'il a bien versé de l'argent pour pouvoir faire élire le suivant. Et donc sinon, il déclare au JDD avoir versé 1,2 million pour avoir la paix au Liban. Tiens, le Liban. Et on va en parler après aussi avec toi. Et 2 millions d'euros pour des investissements en Algérie. Bon, voilà. Sinon, en 2014, alors après 2 refus, le bureau du Sénat lève finalement l'immunité parlementaire de Serge Dassault. Et le 10 avril 2014, celui-ci est mis en examen par les juges d'instruction du pôle financier pour achat de vote, complicité de financement illicite de campagne électorale et financement de campagne électorale en dépassement du plafond autorisé. Du même temps, 2 intermédiaires présumés du système d'assaut sont arrêtés. Donc, il y a Younes Bounouara, donc, qui était un agent d'influence. Alors, lui, c'était un agent, alors ça, c'est énorme, un agent d'influence pour Serge Dassault dans les cités de Corbeil-Essonnes. Une racaille au service de Serge Dassault. Avec un mec qui s'est rendu à la justice après une cavale de 9 mois et qui a été écroué à la prison de la Santé. Très intéressant. Hein. Et Mamadou Kébé aussi, qui faisait partie de ses copains. Donc en 2016, un de ses partisans, donc Younes Bounouara, est condamné en première instance à 15 ans de réclusion criminelle pour une tentative d'assassinat sur le boxeur Fatah Ou et l'ancien braqueur René Andrieux, père des rappeurs du groupe PNL, pour ceux qui connaissent. Donc tentative liée à ses soupçons de corruption électorale. Donc en fait, du coup, il y a eu toute une action en fait par rapport à tout ça, par rapport aux achats de vote, mais qui en fait a fini par s'éteindre avec la mort de Monsieur Serge Dassault. Ben voilà, terminé, on n'en parle plus. Donc voilà. En 2014 aussi, il choisit Charles Edelstein, alors qu'on va voir sur la photo suivante. C'est le bras droit de Serge Dassault. C'est le plus Dassault de tous les Dassault, selon Le Monde, pour lui succéder à la tête du groupe Dassault.
Il travaille pour son ami et patron depuis 1960. Donc voilà, c'est ce monsieur-là en fait qui reprend les rênes à la mort de Serge Dassault. En 2000, non, enfin oui, si, qui reprendra derrière. En 2015, il est conseiller départemental de l'Essonne. Il est ensuite élu à la commission des finances du département. Donc, ce qui est génial, hein, c'est que ils gèrent les sous ces gens-là, alors que, enfin voilà quoi, ils sont attaqués de corruption, d'achat de vote, voilà. Mais commission des finances, il n'y a pas de problème. En 2016, il redevient doyen du Sénat et il soutient Nicolas Sarkozy aux primaires de la droite et du centre. Donc, alors lui, les copains, bah, voilà, Nicolas Sarkozy, hein, voilà. En 2017, il est condamné à 2 millions d'euros d'amende et à 5 ans d'inéligibilité pour blanchiment, après avoir caché à l'administration fiscale plusieurs millions à l'étranger pendant 15 ans. Plusieurs millions, moi je dirais plutôt plusieurs milliards, hein. Mais bon, voilà, officiellement ça va être plusieurs millions, mais ouais. Enfin, tout l'argent est ailleurs, mais il n'est pas ici, quoi. Donc il n'est pas pour nous. Le parquet national financier avait requis une peine d'emprisonnement avec sursis pour un élu qui a piétiné toutes les lois qu'il a votées sur le thème de la fiscalité et a trahi son mandat, tout en considérant que l'ampleur de la fraude et sa durée, des dizaines de millions d'euros cachés à l'étranger pendant 15 ans, justifierait une peine d'emprisonnement ferme. Le tribunal a choisi de se montrer accommodant, attention, du fait du grand âge de l'accusé. Si vous comprenez bien, il est trop vieux, on va le laisser tranquille. C'est pas possible, on peut pas, voilà. Soyons cléments. Donc en fait, il n'a rien eu, ce monsieur. Il est mort tranquille. Enfin, il est mort tranquille. Il est mort dans son bureau, mais après, c'est son choix d'avoir travaillé jusqu'à la mort. On va en finir là d'ailleurs avec lui. Mais du coup, voilà, ça, il meurt en 2018 d'une attaque cardiaque dans son bureau, au siège du groupe d'assaut. Et donc, voilà, ces obsèques sont célébrées le 1er juin 2018 aux Invalides, en présence de personnalités comme Valéry Giscard d'Estaing, qui les enterrera tous, je pense, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Manuel Valls, Laurent Wauquiez, Michel Alliot-Marie, Valérie Pécresse, Rachida Dati, François Baroin, Pierre Gattaz. Et donc, le cercueil est recouvert d'une étoffe violette et est porté par des militaires de l'armée de l'air, de la marine et de l'école polytechnique. Les honneurs militaires lui sont rendus. Le Premier ministre Édouard Philippe lui rend hommage, tout comme sa fille Marie-Hélène. Voilà, c'est beau. C'est magnifique. On peut aussi préciser que toute la famille a ses entrées, tu pourras me le confirmer, au dîner du siècle. Donc, enfin voilà, le père, quand il était encore vivant, et aujourd'hui, Olivier Dassault continue d'y aller. Donc, je vais en parler par la suite d'Olivier Dassault. Mais donc voilà, tous les copains de Monsieur Dassault, hein, ça fait rêver, hein. Voilà, voilà. Donc, parmi justement ces 4 enfants à ce Monsieur Serge Dassault, les 2 plus impliqués dans l'entreprise, donc il y a voilà Olivier Dassault, 69 ans. Alors lui, il est député de l'Oise et compositeur. Il est président du conseil de surveillance de GIMD. En avril 2018, il est nommé membre de la fondation Interpol. Alors que pour Mediapart, l'entreprise Dassault est pourtant citée dans les Paradise Papers. Encore un. Comme possible complice de la fraude à la TVA, parmi tant d'autres. Mais bon, c'est voilà. Il préside le think tank Génération Entreprise et Entrepreneurs Associés. Alors lui aussi, il s'occupe des jeunes entrepreneurs, hein. Du coup, c'est bien voilà, d'avoir un œil sur le futur, sur ce qui se passe, sur ce qui va venir. Oui, tu voulais dire? Non, je te laisse terminer et puis après, je parlerai un petit peu. Voilà, je te laisse terminer. Ouais, ça marche. Du coup, il a fondé ce think tank avec Hervé Novelli. Et c'était anciennement appelé Génération Entreprise. Et ça regroupe des parlementaires de tous les groupes autour de problématiques de l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça. Ça réunit les parlementaires.
Donc, et il nous reste Laurent Dassault, 67 ans, chargé de la diversification du groupe Dassault, notamment dans les domaines de la viticulture et de l'art. Voilà, c'est celui-là. Il est président du Château d'Assaut, Grand Cru, classé santé million, et propriétaire d'un domaine en Argentine avec Benjamin de Rothschild. Il préside le conseil de surveillance de l'immobilière Dassault et est directeur général délégué du groupe industriel Marcel Dassault. Il est passionné lui aussi d'art contemporain. Il doit bien s'entendre avec Monsieur Pinault, peut-être. En 2011, son fils Adrien devient président d'une société spécialisée dans le développement d'applications et de jeux sur smartphone. Elyseum. Alors, j'ai pas fait plus de recherches que ça, hein, mais du coup, enfin, voilà, le fils aussi, Adrien, qui a 41 ans, hein, quand même, et qui, du coup, voilà, est pas tout jeune non plus, mais déjà bien sur les rails aussi. Ah oui, et lui, c'est Benjamin de Rothschild, pour la petite photo, qui fait très sympathique. Voilà, et sinon, pour finir, alors du coup, le groupe Dassault a son siège principal qui se situe sur les ronds-points des Champs-Élysées, dans un hôtel particulier, le voilà, magnifique. Voilà, pareil, un petit clin d'œil pour les gilets jaunes, voilà. C'était à côté. Euh, Voilà, et donc ce qu'on peut dire sur les filiales, juste en 2 minutes, et participation du groupe Dassault. Donc, il y a la SABCA, donc, qui est fabricant belge de composants pour avions et lanceurs. Il y a le groupe Figaro, enfin voilà, groupe de presse qui tient donc le Figaro. Dassault Aviation, qui possède Dassault Falcon Jet, donc à 100%, donc ce que tu disais, les jets. Thales, c'est un groupe électronique spécialisé dans l'aérospatial, la défense, la sécurité et le transport terrestre. Donc, c'est aussi très, très important. Thales, ils ont leurs entrées au dîner du siècle aussi, hein. Donc, Dassault Procurement Service, Dassault Falcon Service, Sogitech. Et donc, sinon, il y a Dassault Systèmes, Immobilière Dassault, Château Dassault, Arturial. Donc, ça, c'est la vente de la maison de vente aux enchères. Donc, également, aussi toujours maison de vente aux enchères. Et Veolia aussi, il participe à 6,3%. Et, ah oui, ça, c'est le dernier truc. Tiens, c'est marrant. Enfin, voilà, l'écologie, apparemment, ça leur tient à cœur. Ils ont une société de véhicules électriques. Donc, c'est marrant qu'on nous amène tous à avoir ce truc-là. Ça n'a aucun lien avec lui. Je vois, enfin, non, c'est moi qui me fais des idées. Enfin, bon, voilà, donc ils tiennent ça aussi, quoi. Voilà. Je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout pour la famille Dassault. C'est un beau pédigré. Ouais, c'est Voilà, un beau j'espère. pédigré. Alors voilà, on finit sur les photos. Ah oui, cette photo-là, c'est la garantie de Monsieur Serge Dassault pour le soutien de Manuel Valls, hein, voilà, donc il a soutenu tout le monde, hein, enfin voilà, tous les pourris, hein, de toute façon. Voilà. Alors, C'est tout. Oui, vas-y. merci beaucoup. Merci c'est très complet. On a appris des choses. Il faut parler un petit peu du Figaro. Et Macron a parlé du Figaro et de Valeurs Actuelles, qui appartient à Iskandar Safa, dont je vais parler. Oui. Et Macron a sorti, c'était d'après le livre de Marc Endevel, qu'il faut lire absolument, hein, Le Grand Manipulateur. Hein. C'est le meilleur livre de Macron, on apprend beaucoup de choses, beaucoup d'anecdotes. On voit la corruption de Macron. Et il a sorti, c'est à l'Élysée en juillet 2017, qui a dit « Oui, tous ces marchands d'armes qui profitent de leurs journaux pour influencer leurs affaires. Et je pense qu'il faut le penser à l'envers, si tu veux. C'est-à-dire, comme souvent avec Macron, il y a beaucoup de... il y a beaucoup de perversité et il a voulu dire si vous voulez continuer à vendre des armes, il faut que vos journaux me soient favorables. Et effectivement, Serge Dassault était très content de la gauche. A dit on n'a jamais été aussi bien qu'avec le ministre de la Défense que tu connais, qui est oui, j'allais en parler, oui, ça me revient, je l'avais noté en plus. Ouais. Le Drian,
qui a été ministre de la Défense, et on en parle beaucoup dans le livre sur Macron, Le Drian. On parle notamment de tout ce qu'il a fait pour Dassault, de ses conseillers. Je ne peux pas les citer là parce que ça fait trop de noms, mais ses conseillers ont vraiment aidé à la vente d'avions d'assaut sous comment l'avion de Mirage, pas de Mirage, mais de Rafale sous Hollande. Et puisque les premiers ventes de Dassault, ça a été si ma mémoire est bonne, c'était pas les Émirats, je sais plus, ou le Qatar, je sais plus. Mais la première vente a eu lieu a eu lieu sous Hollande, avec à la manœuvre Le Drian comme ministre de la Défense. Ouais. Et donc, ça, il y a une éternelle reconnaissance pour Le Drian, qui a permis en fait de sauver Dassault, parce qu'aujourd'hui les avions d'affaires se vendent mal, les parts de marché de Dassault Aviation Civile, les jets, se réduisent. Il y a une grande concurrence, notamment Gulfstream, l'américain Gulfstream, si bien que Dassault est sauvé par son aviation militaire. Et donc par des ventes d'armes qui se font par l'intermédiaire d'État à État, en fait. Hein. On l'a vu notamment, je crois que ça doit être au Qatar ou aux Émirats Arabes Unis, la première vente. Après, il y a eu l'Égypte, il y a eu, et surtout l'Inde. Hein. Et les premiers, d'ailleurs, les premiers Rafales viennent d'être livrés à l'Inde, d'ailleurs, qui est dans un conflit ouvert quasiment ouvert avec la Chine et l'attend avec le Pakistan. Donc, il y a absolument besoin d'armes. On parle d'une nouvelle commande. Donc, Dassault est très lié et très dépendante de la vente d'armes à l'étranger et en France aussi, hein, puisque l'armée de l'air se fournit exclusivement chez Dassault, hein, en termes d'avions de chasse. Donc ça, c'est très important. Et pour Dassault, c'est le plus important. Donc, on comprend mieux pourquoi Le Figaro est devenu un journal qui ressemble de plus en plus au Monde, c'est-à-dire un journal de centre-gauche, et qu'il faut surtout pas qu'il critique le gouvernement. Il n'y a plus aucune. Autrefois, il y avait sous R100, il y avait de l'investigation, sous la gauche, il y avait des choses qui sortaient. Rien ne sort. Il n'y a plus d'investigation dans ce journal. C'est creux. Alors, il y a des sujets sur la mode, sur les crèmes de beauté, sur ce qu'on dit là. Bon, ça devrait être dit par les journalistes. Ce qu'on fait là, on fait un travail de journaliste. Ça devrait être senti par les journalistes. Rien ne sort. Et ça, c'est parce qu'il y a un lien très fort entre Le Figaro et le pouvoir, qui est au centre-gauche depuis Hollande. Donc, et ça joue sur la diversité en matière d'information, sur la liberté d'information tout court. Voilà ce que je voulais dire. Et ça explique aussi aux Bretons qui ne comprennent pas pourquoi Le Drian a rejoint Macron. On comprend mieux maintenant pourquoi. Oui, je pense qu'il y a ça. Il y a notamment ses conseillers qui sont proches de Macron. On en reparlera un jour. Mais il faut lire le livre de Mark Endevel. Lisez-le surtout. Hein. Mark Endevel, le grand manipulateur. On peut reparler de Thalès aussi. Thalès, qui est le premier actionnaire de Thalès? C'est l'État. Juste derrière, c'est Dassault. Mais de fait, c'est Dassault qui dirige Thalès. Et c'est la contrepartie. Si tu veux, comment Le Figaro commence à devenir critique, connaissant Macron, c'est sûr que ça va aller beaucoup moins bien pour Thalès, que Dassault ne fera pas ce qu'il veut chez Thalès. Sachant que dans un avion de chasse, il y a le système radar qui compte beaucoup, il y a les réacteurs, c'est Safran, hein, mais il y a l'avionique, ça c'est Thalès. Donc c'est très lié Dassault est très lié à Thalès. Bon. Mais ça appartient à l'État. Le principal actionnaire, c'est l'État. Mais pourtant, c'est Thalès qui dirige de fait. C'est Dassault, pardon, qui dirige de fait. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, Serge Dassault avait même dit c'est dans le livre de Mark Endevel, il avait dit mais moi, je suis très content. On n'a jamais été si content qu'avec un ministre socialiste. Voilà ce qu'il avait dit. Oui. Il avait dit à son fils qui était député
Olivier, il y a longtemps ça, hein, peut-être 20 ans, euh, quand on, euh, euh, on est député alors que c'était la gauche qui était au pouvoir, il a dit quand on est député et qu'on a son entreprise qui dépend des commandes de l'État, on se comporte bien vis-à-vis de l'État et vis-à-vis du gouvernement en place, hein. En substance, hein, c'est pas exactement ses propos, mais c'était en substance ce qu'il avait dit. Tu vois comment résonne Serge Dassault. Et maintenant ses enfants, hein, parce que c'est la viabilité du groupe qui en dépend. Et le fait d'avoir le Figaro, ça joue énormément. Même si la presse écrite est en crise, le Figaro est puissant, il est puissant sur Internet. Donc, et surtout en Macronie, ça joue énormément d'avoir. Macron est très et très verrouillage de l'information. Il ne peut qu'apprécier. Si jamais le Figaro ne suit pas la ligne gouvernementale, Dassault avec Macron en paiera les conséquences. Voilà ce que je veux dire. Et puis oui, Arcurial, enfin, tu as très bien parlé d'Arcurial. Bah, bon, tu en as parlé un petit peu. Et Arcurial, c'est la vente la maison de vente aux enchères. C'est la deuxième française, je crois. Ou troisième, bon, je ne sais plus. Mais effectivement, elle arrive à faire pas mal de ventes. Et elle marche pas trop mal, d'après ce que j'ai pu lire. Et puis voilà, voilà ce que ce que je voulais dire. Ça marche. Bah ouais, moi voilà, c'est tout aussi pour la famille. Je pense que c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on fait Iskandar Safa? Allez, on fait Iskandar Safa. Allez, vas-y, de toute façon, ouais, ouais. Les gens Parce que écouteront David, par chapitre. Ce soir, on regarde ce chapitre voilà. et demain, on regardera ce. Tu es prêt, David, à continuer? À continuer. David, Peut-être pas, parce que demain matin, on se fait un rond-point, nous. Donc, les gilets jaunes constituants du 59-62 vont sur le rond-point à Lillers, le rond-point Pantin, c'est ça? Plantin. Donc, voilà. Donc, assez tôt sur le rond-point. Donc, non, on va pas continuer toute la nuit. non, mais est-ce que je peux faire Iskandar Safa ou pas? Ou tu préfères qu'on arrête là? Dis-moi. Bah, je sais pas. Si vous voulez en refaire un dernier, on peut. Ouais, bon, allez, on en fait un dernier comme ça, Oui, parce ça qu'en sera plus, fait. ça va rejoindre l'actualité parce que du coup, enfin, Et puis, par rapport au Liban. oui, voilà, ça rejoint l'actualité. Et puis, on fera bien entendu des chapitres hein, par Oligarque. David et son équipe le feront, je pense, pour permettre à tout le monde de, de ne pas écouter jusqu'à nos 5 heures d'entretien. De ne pas être obligé du moins d'écouter nos 5 heures d'entretien. Bon, je veux parler d'Iskandar Safa, mais alors, petite jingle peut-être?